evening, viewers. Here are our top stories. Being in possession of a land as well as land titles has been the focal point of discourse as Minister Henry Eyebe Ayisi of the Ministry of Domains and Land Tenure was in Douala. The minister's visit aimed at resolving multiple problems associated with the acquisition of land as well as drawing some major points with respect to land issues in the littoral region. Plus, we move to the Central region where the Minister of Public Works has carried out an assessment on the state of the north entry of Yaoundé as work is set to begin. This has been in a bid to address traffic perturbed circulation caused by poor state of the roads. And those are our top stories. Hello viewers, you are welcome on tonight's bilingual newscast on Spectrum Television. We begin our very first element in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, l'acquisition de terrain au Cameroun est un véritable parcours du combattant. C'est pour tenter de résoudre ce problème que le gouvernement a mis en place une politique d'accélération d'établissement et de délivrance des titres fonciers. Plusieurs bénéficiaires acquéreurs de l'eau Maïtu à Douala ont reçu le précieux document ce jour au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières. Makeda Lidinoution. Le gouvernement camerounais veut accélérer l'établissement et la délivrance des titres fonciers afin de résoudre les multiples problèmes liés à l'acquisition officielle des terrains dans notre pays. Ce jeudi 5 mai, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a présidé à Douala la cérémonie de lancement de la deuxième phase de la remise des titres fonciers aux bénéficiaires acquéreurs de l'eau Maïture. Avec la Maïture, le MINCAF a mis en place une unité de facilitation et d'accélération de l'établissement et de la délivrance des titres fonciers pour rattraper un retard qui remonte sur plus de 20 ans et un peu plus. Oui, le cap a été mis pour la mise en œuvre et la traduction en acte de la politique définie par le président de la République. Dans deux programmes majeurs, la facilitation de l'accès à la terre et en particulier l'établissement des titres fonciers, l'autre programme étant la production de parcelles de terrains constructibles. L'accent a donc été mis par le MICAF avec la Maïture sur la délivrance de ces titres fonciers. Oui, le cap est mis sur l'accélération de l'établissement et de la délivrance des titres fonciers. C'est une option permanente, définitive. Nous continuerons ainsi à travailler comme nous l'avons fait à ce jour. Outre la mission d'aménagement et d'équipement des terrains Maïtu, le ministère des Domaines compte étendre la politique d'accélération d'obtention des titres fonciers à d'autres structures comme la SIC et le Crédit foncier. Le programme national de développement participatif, bientôt sevré de financement par la Banque mondiale, sa mutation en entité pérenne n'a pas été faite. En l'absence de bailleurs de fonds, le programme créé en 2004 devra donc mettre la clé sous le paillasson ou tenter de trouver une bouée de sauvetage. Mireille Chabdi. Créé en 2004, grâce à l'appui de la Banque mondiale pour le développement des communes, le programme de développement participatif pourrait fermer d'ici 2023. Pour cause, les bailleurs de fonds veulent un instrument pérenne de l'État. Or, jusqu'ici, le gouvernement camerounais peine à aider les communes rurales à conduire le processus de passation de marché, de construction et de maintenance des infrastructures. Marie-Madeleine Ga, la coordonnatrice du PNDP, explique que le programme n'est pas tombé en faillite, juste qu'il est question de clôturer les financements de la Banque mondiale jusqu'à échéance. Le PNDP devrait être capable de voler de ses propres ailes, notamment en étant une agence de développement local. C'est pourquoi, déjà en 2012, la Banque mondiale avait exigé du gouvernement camerounais qu'il ficelle le dossier de reconvertissement du Programme national de développement participatif en agence de développement local. C'est ainsi que, sur instruction du chef de l'État Paul Biya, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention communale a été transformé en banque de financement des collectivités territoriales décentralisées, tandis que l'autre projet qui devrait faire du PNDP une agence est sans nouvelle depuis ce temps.
Aujourd'hui, pour sauver le PNDP, le gouvernement camerounais penche pour deux options. D'abord, l'absorption du PNDP par le FECOM ou la création d'une agence nationale de développement local. Par ailleurs, une dernière idée voudrait redistribuer les acquis du PNDP entre les différentes structures sous tutelle du ministère en charge du développement local. Rappelons que 188,1 milliards de francs CFA, c'est le total du financement reçu par le Programme national de développement participatif en 18 ans d'existence, montant versé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Pénétrante au nord de Yaoundé, les travaux d'élargissement de la chaussée vont bientôt démarrer. Une délégation du ministère des Travaux publics est-elle sur le site ce matin pour effectuer les premiers repérages. Olivier Bouzik. Selon les experts, l'extension physique progressive de la ville de Yaoundé vers ses périphéries et notamment du nord entraîne de nombreuses conséquences. Vous savez que nous sommes ici dans un bassin de production agro-pastoral et nous sommes généralement butés à ces embouteillages qui, à l'entrée de la ville, ne permettent pas une circulation fluide. Pour désengorger et faciliter cette pénétrante nord de la capitale, en termes de fluidité du trafic, de réduction du temps de parcours et des coûts de transport, le ministre des Travaux publics a entrepris d'élargir la section de la route nationale numéro 1 allant de Yaoundé à Obala, 22 km, et répondre aux besoins actuels et futurs. Dans son exécution, le projet tiendra compte des contraintes inhérentes à la cohabitation avec les autres infrastructures projetées ou en cours de réalisation dans la même emprise. L'élargissement de Yaoundé à Obala vise donc à raccorder Olembe la fin de 2x2 voies d'Olembe à celui d'Obala en élargissant la route. Et pour le faire, nous avons mis cela en cohérence avec des autres projets qui sont en cours de réalisation sur la même emprise, puisque du côté gauche, le projet PAEPIS se déploie et a déjà posé ses différentes canalisations. Donc on ne pourrait pas venir empiéter là-dessus. Techniquement, ce n'est pas ce qui est recommandé. Donc l'élargissement se fera du côté droit. Et on aura donc une route 2x2 voies avec deux chaussées de 7 mètres chacune, séparées par un terre-plein central de 1,5 mètre et de part et d'autre, deux accotements de 1,5 mètre également. Nous avons été sur le terrain, nous avons fait le tour, nous avons été sur le terrain avec les autorités administratives qui connaissent mieux la situation jusqu'au détail en matière d'indemnisation. Donc ça a été le principal objectif et puis commencer à amener les populations à s'habituer à cette importante infrastructure qui est leur infrastructure. Aussi, la mise en service prochaine de l'entièreté de la route nationale numéro 15 Batenga-Ntui-Yoko-Tibati, dont les travaux sont en cours sur les dernières sections, devra capter une partie importante du trafic routier entre les ports de Douala et Kribi et la partie septentrionale du Cameroun en passant par Yaoundé, du fait d'un raccourcissement du trajet d'environ 250 km. Il faut noter que les populations impactées par l'expropriation de cette route ont d'ores et déjà été indemnisées. Reports say material damage was recorded following the fire incident that occurred yesterday at the Bonga Kwangwang market in the Douala municipality. Our reporter Crystal Asek-Swele went down on the field and gathered the following report. This is the situation at the Bonakwamwang Flea Market, otherwise known as the CAS, at the Douala municipality, after the fire outbreak yesterday, which ravaged 4 shops with nothing to save from the fire. 4 shops were consumed in the fire incident. Nothing was saved. The fire began at about 8 p.m. and we don't know the cause of the fire. It is worth mentioning that this is the second time this fire incident is occurring at this flea market, with the same shops being engulfed in the fire. This is the second time the same shops are engulfed in a fire incident here. However, with the rapid intervention of the firefighters, the fire that began at 8 p.m. was put under control. Meanwhile,
The cause of the fire is still unknown, although investigations are ongoing. And we now take you to the city of Buea, where a 3-day working shop aimed at equipping community leaders on the mechanisms to go about their activities by documentary and machinery human rights is ongoing in the Buea Southwest region. The workshop is organized at the Center of Human Rights and Democracy in Africa by Barrister Alik Agbo Nkongo. Catherine Kone has the following details. Center for Human Rights and Democracy in Africa of Barrister Agbo Nkongo Felix has entered day 2 of its workshop with community leaders in the Southwest region on the protection, monitoring and documentation of human rights. To try to train community leaders on protection, on monitoring and documentation. Why do we feel it's necessary? We see the heinous crimes which are being committed in the region, in the southwest and the northwest, but in the far north also as a result of the crisis. And we believe that there will be a day that these people will be brought to justice, and there will be the need for accountability. And for you to have accountability, you have to document, report and monitor these atrocities, and to ensure that the documentations are right, are very professional. Also, the need for advocacy. Advocacy grinds very slowly. At times people complain that from all what we do, they've not seen any result. Advocacy takes a long time, and it's important that when you meet some stakeholders, when you meet friends of the country, you can show them, that this is what we have been documenting, this is what's going on. And then when you talk to also some of the non-state armed groups, you can show them that these are atrocities that are alleged committed by you people, and also when you are talking to those working in government. So it's very important. But then you look at these community leaders, they are the ones who put their lives every day on the line. Take the journalists, for example. They interface with the society. They are the ones who also they do a lot of communication. So the more knowledge they gain, the better for them to communicate and educate the population. And also it's also sharing experiences. We share experiences and we learn from some of these other actors. At the end of the workshop on Friday, May 6, 2022, the participants are expected to reproduce all that they have gained. La journaliste Evelyne Owona Essomba est désormais docteur en sciences de l'information et de la communication. La soutenance de sa thèse sur le thème l'histoire à la télévision. Télévision et histoire, l'exemple du nationalisme camerounais a eu lieu ce 5 mai 2022 à l'université de Douala. Inès Pangan. La journaliste connue sous le nom d'Evelyne Owona Essomba ajoute une corde à son arc. Elle est désormais docteur en sciences de l'information et de la communication. Le jury a décidé, d'accorder à Mme Mengue Akou Evelyne la note de 17 sur 20. Avec mention très importante. L'histoire à la télévision, télévision et histoire, l'exemple du nationalisme camerounais, thème de la thèse de doctorat défendue devant un jury dirigé par le professeur Paul Célestin Dembiembe. C'est un travail de recherche réalisé sous la direction du professeur Thomas Irénée Atenga et du professeur Missé Missé. Alors l'intérêt de ce sujet, c'est qu'il permet d'abord de constater que la télévision et l'histoire n'entretiennent pas nécessairement de très bons rapports dans notre environnement et qu'il y a probablement des pistes qu'il faut explorer pour que l'histoire devienne un sujet attractif à la télévision, un sujet qui permette à la télévision de prospérer. Et sur ce rapport-là, je pense que Madame Mengue a commis un document dont beaucoup de télévisions vont se servir pour leur propre programmation. C'est ce 5 mai 2022 à l'université de Douala et cela se fait en plus de 4 heures de temps. Nous avons tenté de comprendre pourquoi l'histoire du nationalisme était absente de la télévision. Nous avons mené des études sur 2 chaînes principalement, Canal 2 International et la CRTV, et nous avons pu constater que cette histoire, l'histoire du nationalisme, est traitée de manière marginale. Lorsqu'elle était traitée, elle était traitée de manière escapiste, en litote, c'est-à-dire en évitant les sujets essentiels. Evelyne Owona Essomba est chef de chaîne de la CRTV News, présidente de la section Cameroun de l'Union de la presse francophone.
La transmission des savoirs est un secteur où elle s'essaye à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV à Ekounou. Parlons santé à présent, lutte contre la polio. Le ministère de la Santé publique se prépare à lancer une nouvelle campagne pour barrer la voie au virus. Les vaccinateurs vont se déployer selon la stratégie du porte-à-porte dans les ménages où ils vont administrer 2 gouttes du vaccin polio oral aux enfants de 0 à 5 ans. Mireille Siabzé. Nous parlons donc santé avec la résurgence de la poliomyélite et pour cela, le ministère de la Santé publique se prépare donc à lancer une nouvelle campagne pour barrer la voie au poliovirus sauvage. Pour cela, les agents vaccinateurs vont opter pour la stratégie du porte-à-porte et ils devront administrer 2 gouttes de ce vaccin-là aux enfants. Une campagne de nationale 0 de à 5 ans. vaccination de riposte est en perspective au Cameroun. La campagne qui va être lancée les prochains jours vise à stopper la propagation du poliovirus dérivé circulant de type 2 et de renforcer la protection des enfants contre cette maladie. À en croire le ministère de la Santé publique, au cours de cette opération, les vaccinations vont se déployer selon la stratégie de porte-à-porte dans les ménages où ils vont administrer 2 gouttes du vaccin polio oral aux enfants de 0 à 5 ans. Par la même occasion, ces enfants seront supplémentés de vitamine A et recevront en plus un déparasitant. Il en sera de même dans les écoles, les hôpitaux, les marchés, les chaufferies, a indiqué le ministère de la Santé publique. À cette occasion, il sera procédé au dénombrement des enfants de 0 à 3 mois sans acte de naissance dans l'optique de leur établir à chacun un document d'existence officiel. Soulignons qu'en 2021, une nouvelle souche de poliovirus aussi virulente que le poliovirus sauvage dont le Cameroun est déclaré libre depuis 2020 a été découvert dans le pays. En page magazine, allons à la rencontre d'un jeune pas comme les autres. Junior Tepe, puisqu'il s'agit de lui, est malvoyant. Pourtant, ce handicap ne l'empêche aucunement de vivre de ses rêves et de son amour pour la cuisine. D'ailleurs, désormais, il partage ses connaissances culinaires avec des étudiants. Léla Renganzo. La cuisine, c'est sa passion. D'ailleurs, il se définit comme un homme partagé entre 2 amours, cuisine et basketball. Si un glaucome en phase de terminale a stoppé net ses rêves de devenir basketteur professionnel, cet handicap ne l'empêche cependant pas de se livrer chaque jour à sa deuxième passion, cuisiner. Junior Tepe, déficient visuel, a poussé sa réalité culinaire jusqu'au partage de ses connaissances dans ce domaine. Restaurateur, il est également l'un des formateurs les plus respectés d'une école de cuisine bien établie dans la capitale économique. Si ses élèves se sont aujourd'hui fait à l'avoir comme formateur, la prise de contact n'a pas toujours été évidente avec les appréhensions. Formateur. Le monsieur, je ne savais pas qu'il était formateur. Donc, quand je me suis rendu compte, pour le chef junior, je ne savais pas. Mais quand, au fil du temps, je me suis rendu compte que, tiens, parce que des fois, lui-même, il nous donne certains petits conseils, certaines astuces pour pouvoir nous en sortir. Donc, vraiment, j'étais égayée. Aujourd'hui, cette même école ouvre ses portes aussi bien aux personnes malvoyantes qu'aux autres. Au début, c'était un peu difficile parce que, vous savez, il y a un langage pour des personnes qui sont déficients visuels et il fallait s'adapter à ça. Avec le temps, on s'est habitué, on a compris ce qu'il fallait faire dans le but de mieux les orienter, de mieux les former. Pour le moment, ils s'imprègnent très bien. Et on peut dire jusqu'ici que l'inclusion sociale a pris forme. On peut déjà considérer qu'un handicap visuel peut faire les mêmes tâches qu'un serveur normal. C'est d'ailleurs ce critère qui a convaincu Anne-Christelle Zouta, malvoyante, à s'inscrire, avec Junior Tepe comme modèle de formateur. Moi, je suis vraiment impressionnée par rapport à tout ce qu'il fait. Au départ, moi, je me posais la question, lui ne voit pas comment est-ce qu'il va faire pour transmettre, mais franchement,
Je suis très impressionnée parce que quand j'ai même cours avec les formateurs valides, c'est lui qui est mieux placé pour m'expliquer exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Et la méthode qu'il utilise me permet de bien comprendre et de bien assimiler la recette qu'on réalise. Il est donc possible de continuer de vivre ses rêves et ses passions malgré un handicap. Junior Tepe en est la preuve vivante. And we take you to our international page where thousands are still fleeing Ukraine due to the ongoing tension between Russia and Ukraine. Here's an update on our VOA report. Konstantin is doing what he's been doing for years, filling up buckets with water and feeding the horses. This black horse with a white mark on its forehead is his favorite. His name is Indus. Indus is the leader of the herd whose home was in Kremenna, in Ukraine's Luhansk region. When the bombs started falling, this stallion led the other horses to a safe spot. If it were not for him, there would be nothing left of the herd now. Konstantin was a handler and stunt rider in an equestrian theatrical show in Kiev when Russia invaded Ukraine. He was learning to become a blacksmith so he could shoe the horses himself. When he heard the war had started, he asked his friends in Kremenna to open the stables because he was afraid the animals might starve if left unattended. When the shelling started, the horses ran. They would hide in the fields, but they would inevitably come back home. By then, mass evacuations of civilians were underway in Kremenna, but Konstantin was determined to save the horses. First, he asked the International Federation for Equestrian Sports for help, then started raising money and looking for volunteers. Today, he says it's a true miracle the animals were saved. When we finally arrived to Kremenna, it was nighttime. When I fed every one of them, when I gave them water, I sat down and looked at them. Even then, I didn't fully realize what we had done. But after I finally processed everything, I just sat there looking at them, and I cried like a child. He evacuated a total of 11 horses. 5 were taken to Ternopil, the rest to Dnipro. Now there are 20 horses in these stables. Some of them are refugees. Marina calls herself a nomad. It's the second time she, together with her horse, has run away from war. In 2014, she left her hometown of Donetsk when it was occupied by Russian separatists. Then she moved to Kharkiv. This time she had to flee again, and of course, her horse went with her. His name is Autoritet. I call him Ayuha. He's a mommy's boy. He's 12 already. After the first few bombs fell in Kharkov, I decided I would risk it, and we left. Konstantin plans to resume his equestrian work in the Ternopil region and launch horse therapy sessions for Ukrainian children and soldiers traumatized by war. We'll call our theater, our stables Kremenchina. We'll pay homage to our native town this way. For Yaroslava Mavchan in Dnipro, Ukraine, NRI's VOA News. It is on that VOA report that we draw the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Oriane. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite de programmes sur Spectrum Télévision.